Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous présenter un des webinaires que nous organisons dans le cadre du festival Soditech de Systématique. Aujourd'hui, la thématique est Cyber for IoT. On va essayer de voir un panel pour comprendre les risques et les prévenir, puis un petit focus avec un regard croisé sur cette thématique. Quelques petits rappels pratiques. Donc, vous avez deux onglets, un onglet chat et un onglet questions. Si vous avez, on peut discuter entre nous dans l'onglet chat et bien sûr poser vos questions dans l'onglet questions qui seront soit répondues par écrit, soit à l'oral en fonction des interventions. Donc, je suis Margot Prévost, la coordinatrice du Hub Digital Infrastructure et je vous propose avec mon collègue Alexandre Hervin, coordinateur du Hub Cyber et Sécurité, ce webinaire Cyber for IoT. Donc, nous entrons dans un monde ultra numérisé, ultra connecté et ultra automatisé. Cette évolution est rendue possible notamment avec l'Internet des objets, mais aussi la robotisation, la réalité virtuelle, avec l'abondance des données et la puissance de calcul. L'automatisation est rendue possible par l'Internet des objets, aura un impact économique de plusieurs milliards de dollars d'ici 2025. On sait que potentiellement, d'ici 2025, il y aura aussi 40 milliards d'appareils connectés potentiellement. Et donc, toutes ces communications deviennent une cible de choix pour les pirates. Et donc, on va parler de la sécurité, puisque c'est quelque chose de très important pour la sécurité numérique. Alexandre, je te laisse la partie sécurité. Merci Margot, bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, bienvenue parmi nous. Et en effet, pour justement la suite logique par rapport à l'entrée en matière de Margot, en effet, nous sommes à la croisée des technologies, que ce soit sur la partie infrastructure ou la partie cyber and security, mais aussi des applications marché. Et c'est ce que nous voulons voir donc justement aujourd'hui au niveau des différentes prises de parole. Donc il y aura une animation qui sera faite par Maklouf Hadji de l'IRT Systemix, donc l'IRT qui est un partenaire de longue date de Systématique. Vous aurez justement la prise de parole de 3 membres, Red Alert Labs, Secure IC et Sec IoT, qui vont présenter différents sujets, mais je n'ai pas encore tout dévoilé, il faut rester justement jusqu'à la fin. Donc sans transition, je vais appeler maintenant justement donc Nathaël de Red Alert Labs pour la suite de la prise de parole et justement plutôt pour un état de l'art. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, Nathalie Couturier, je suis évaluateur sécurité chez Red Alert Labs. Red Alert Labs, qui est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité des objets connectés, c'est vraiment ça notre cœur de métier. Et on est également très impliqué sur toutes les problématiques de certification qui sont liées à la cybersécurité et à l'IoT. Donc, pour commencer cette keynote, on va évoquer quelques chiffres. On va commencer par le nombre global d'objets connectés. Donc, ce nombre peut varier en fonction de la définition qu'on choisit d'adopter d'un objet connecté, mais la plupart des estimations montrent que autour de 2015, on avait à peu près 15 milliards d'objets connectés, qu'on est autour d'une croissance entre 15 et 20% par an, et que d'ici 2025, on devrait atteindre à peu près 75 milliards d'objets connectés. Il faut savoir qu'en 2015, avec uniquement 15 milliards d'objets connectés, on avait déjà des attaques sur ce type d'objets-là, et donc on peut très bien imaginer qu'avec l'explosion de ce nombre d'objets, ces attaques vont devenir de plus en plus fréquentes, et l'IoT va devenir une cible de choix pour les pirates informatiques. Quelques autres chiffres. Donc, on a dit 75 milliards en 2025 pour le nombre d'objets connectés, et ce nombre monterait jusqu'à 125 milliards d'ici 2030, avec par exemple aux États-Unis une moyenne de 10 objets connectés par foyer. Un autre chiffre que je trouve particulièrement intéressant et qui est mentionné en haut de cette slide est le volume de données échangées uniquement grâce à l'IoT. On estime en 2025 que ce volume de données serait autour de 80 zettabytes par an, à savoir que 1 zettabyte, ça représente 1 milliard de téraoctets. Donc, étant donné que la donnée, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ce que les attaquants cherchent à récupérer, on se rend compte que l'IoT devient une cible particulièrement intéressante car il génère énormément de données qui peuvent être des données privées, sensibles des utilisateurs. De quoi est majoritairement composé un objet connecté?
Donc, on va retrouver notamment 3 composants, le hardware, le software et la data. Le hardware, c'est tout ce qui va toucher au monde physique, donc c'est potentiellement les capteurs ou ce qu'on appelle les actionneurs, donc qui vont transformer des valeurs numériques en données physiques. On va également avoir tout ce qui est hardware, donc ça c'est le code, toute la logique qui est implémentée dans l'objet, et évidemment les data. Donc un IoT, c'est vraiment un objet qui est composé de ces 3 parties, et en tant qu'évaluateur, quand on évalue la sécurité de ce type d'objet, on va s'intéresser vraiment autant au hardware qu'au software et évidemment à la data. Donc l'IoT, on en trouve dans tous les secteurs. Vraiment, on en trouve dans tous les secteurs, mais il y a des secteurs qui sont privilégiés par les attaquants pour les attaques. Et dans ce secteur privilégié, on retrouve notamment l'industrie, l'automotive, tout ce qui va être lié aux caméras de vidéosurveillance. Donc ça peut être aussi chez les consommateurs, chez les particuliers. Parfois, on peut avoir accès directement en ligne à des flux vidéo qui sont qui filment l'intérieur de chez certaines personnes et où on peut accéder directement en ligne. Donc ça en fait une cible aussi privilégiée. On va retrouver tout ce qui est implémentation électrique, avec l'essor des smart buildings et des smart cities, ça devient aussi des cibles privilégiées. Tout ce qui est hôpital, avion et vente. Donc ça, c'est les 10 cibles les plus privilégiées par les attaquants, mais il faut savoir que dès qu'il y a de l'IoT, on peut être soumis à des attaques qui visent de l'IoT. Donc ça, c'était pour les cibles. Et maintenant, on va voir les menaces les plus courantes qui ciblent l'IoT. Donc vraiment, la menace numéro 1 qu'on peut retenir, c'est les mots de passe par défaut. C'est vraiment une plaie pour tout ce qui est IoT. Il faut savoir qu'en 2016, il y a un botnet, donc un virus qui a réussi à infecter plusieurs millions d'objets connectés en utilisant uniquement 60 mots de passe par défaut. Donc avec 60 mots de passe par défaut, ils ont réussi à s'authentifier sur plusieurs millions d'objets connectés. Il faut savoir qu'un mot de passe par défaut, ça peut être un admin, un 1234, un AZERTY, mais parfois ça peut être des mots de passe compliqués qui sont partagés par toute une gamme de produits. Ce mot de passe est dans le livret de l'utilisateur est sur Internet, et donc forcément ça devient un mot de passe par défaut auquel tout le monde peut avoir accès. Donc ça, c'est vraiment une plaie, et même aujourd'hui, lors de nos évaluations, on retrouve encore souvent des mots de passe par défaut de type admin, 1, 2, 3, 4, ou des choses comme ça. D'autres types de menaces qui peuvent exister, il y a tout ce qui est communication non sécurisée, parfois pour des problèmes de ressources et d'opérations cryptographiques lourdes. On peut également citer les données qui sont stockées non sécurisées, des softwares qui utilisent plus de privilèges qu'ils ne devraient en avoir, un manque de mise à jour, et un point qui est également intéressant, c'est tout ce qui va être manque de sécurité physique. Parce que, comme je le disais, l'IoT, c'est composé de hardware, de software et de data, et donc le hardware est un vrai point d'entrée pour les attaquants lorsqu'ils peuvent avoir accès au device. Si on regarde plus en détail ce qui s'est passé ces dernières années, donc on voit qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont liées au ransomware, au cryptojacking, et qu'en 2022, on a recensé un peu plus de 5 milliards de malware. Et si on regarde le dernier chiffre en bas à droite, on se rend compte que sur ces 5 milliards, il n'y en a que 112 millions qui ciblent l'IoT. Mais si on regarde plus en détail ce chiffre, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à 2021, il y a une augmentation de 87% du nombre de malwares qui vont cibler uniquement l'IoT. Et encore, ça, c'est des malwares qu'on arrive à recenser. Potentiellement, il y en a qui peuvent passer sous les radars. Et donc, ce chiffre montre que l'IoT a un vrai intérêt pour les attaquants, et donc de plus en plus d'attaquants ciblent l'IoT, et on se retrouve avec plusieurs dizaines de millions de malwares qui sont répandus tout au long de l'année, avec environ 10 millions de malwares par mois qui sont déployés sur Internet en ciblant uniquement l'IoT. Donc, on dit souvent que la cybersécurité coûte cher, mais il faut savoir qu'une cyberattaque peut coûter aussi très cher. On estime à 10,5 trillions de dollars
le coût global du cybercrime en 2025, ce qui représente une augmentation de 300% sur les 10 dernières années, ce qui est quand même colossal. Et si on se centre particulièrement sur l'IoT, il y a des statistiques qui montrent qu'en moyenne, une attaque IoT peut coûter environ 300 000 $. Donc ça, c'est le coût de la cyberattaque sur le coup. Mais au-delà de ça, si l'image de marque est impactée, on a également d'autres pertes financières derrière, parce que les clients peuvent partir, ils font plus confiance à la marque, et des choses comme ça. Et en plus de ça, maintenant, il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place et qui fixent des amendes si on ne respecte pas un minimum d'exigences cybersécurité. Et ces amendes peuvent se porter jusqu'à 2,5% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc, ce qui représente quand même des sacrées sommes. Donc, il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à la cybersécurité et notamment quand on parle de l'IoT, c'est lié à certains challenges. Par exemple, le fait que l'IoT est un écosystème complexe. Rien qu'un objet en soi va embarquer plusieurs technologies, beaucoup de hardware, parfois plusieurs types de radios différentes. Et donc, un objet en soi est déjà compliqué à sécuriser. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et en plus de ça, quand on parle d'IoT, on parle d'écosystème. Et donc, il faut prendre en compte la sécurité sur tout l'écosystème. À ça s'ajoutent des problématiques qui peuvent être liées à la difficulté de surveiller ces appareils, de monitorer que tout va bien, de pouvoir les mettre à jour. On va également avoir des problèmes de ressources, notamment si on va faire la miniaturisation des objets. On peut avoir des miniaturisations des composants, donc des composants qui sont moins puissants, qui peuvent avoir du mal à gérer les opérations cryptographiques nécessaires pour assurer la sécurité. Et dans ce cas-là, on peut être tenté de laisser de côté la sécurité pour que notre objet fonctionne mieux. Donc ça, c'est lié notamment au fait de manque de ressources. Quand on parle aussi du côté industriel, les objets connectés qui sont utilisés dans l'industrie ont une durée de vie longue. Donc c'est bien que l'objet soit sécurisé au moment où il sort, mais il faut qu'il soit sécurisé aussi tout au long de son cycle de vie. Et ça, c'est une vraie problématique. Si l'objet est censé durer 10 ans dans le temps, il faut qu'au bout de 10 ans, il soit toujours sécurisé. Et donc, il y a des problématiques de mise à jour, de composants qui doivent être résilients dans le temps qui s'ajoutent. On a également des problématiques liées à la supply chain, vérifier que tous les acteurs qui sont impliqués dans le développement sont de confiance et appliquent correctement les mesures de sécurité. Et le dernier point, c'est le time to market. Dans un élan de vouloir arriver trop vite au marché pour pas louper le marché, on peut être tenté de laisser la cybersécurité de côté et de ne pas prendre en compte les exigences minimales. Donc, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, on pourrait se demander quels sont les bénéfices à répondre à tous ces challenges de l'industrie. Le premier bénéfice, c'est que au niveau de la personne à qui vous vendez le produit, vous avez une notion de transparence. Vous montrez que oui, vous faites l'effort de vous impliquer dans ces processus-là et que vous vous intéressez à la sécurité de leurs données privées et tout ça. Ça peut être également un facteur de différenciation marketing ou alors, quand ça devient des directives, ça peut être une obligation pour accéder à certains marchés. Ça, je vais revenir un peu plus tard dessus. Et c'est également une décision la plupart du temps faite par une partie tierce, notamment via des process de certification où on certifie un produit pour montrer qu'on répond à des exigences de sécurité. Et comme c'est fait par une partie tierce, c'est un gage de confiance supplémentaire. Donc souvent, pour répondre à ces problèmes, ces challenges, on passe par le process de certification et au cours du process de certification, on va avoir une évaluation du produit. Donc là, on va, par exemple, on va prendre le produit, on va vraiment évaluer la cybersécurité, faire du pen test dessus. Et face à ça, arrivent de nouveaux challenges liés à l'évaluation, qui est notamment la diversité des régulations. Aujourd'hui, il existe énormément de normes, de standards, de réglementations différentes et on peut potentiellement s'y perdre. Donc nous, chez Red Alert, on a aussi une partie de conseil où on aide les gens à s'y retrouver
sur ces aspects-là. Et je vais présenter par exemple le panorama des standards IoT aujourd'hui pour tout le secteur consommateur et un peu industriel. Donc en rouge, vous avez ce qui est obligatoire, les directives, les réglementations obligatoires. Donc on peut notamment citer le RGPD, que dorénavant tout le monde connaît sur la réglementation générale de la protection des données. On a le Cyber Security Act, qui est sorti en 2019 et qui, au niveau européen, permet d'avoir une uniformisation de ces notions de cybersécurité, de poser un cadre. Et on a les deux autres points rouges qui sont la RED et le Cyber Resilience Act. Donc la RED, à la base, c'est pas quelque chose spécialement pour l'IoT, c'est pour tous les équipements qui embarquent de la radio. Mais dans la dernière mise à jour de la RED, il y a eu des amendements pour ajouter les problématiques cyber. Et c'est un document qui est obligatoire pour accéder au marché européen. Donc, il faudra répondre à ces problématiques cyber pour pouvoir vendre tout équipement radio sur le marché européen. En plus de ça, il y a le Cyber Resilience Act qui va arriver fin 2023 et qui, pareil, donne des exigences cybersécurité pour pouvoir atteindre le marché européen. Donc ça, c'est les documents obligatoires à prendre en compte pour atteindre un marché. Et en jaune, c'est des documents qui font la différenciation marketing, qui prouvent qu'on a pris en compte la cybersécurité dans notre objet et que les gens peuvent faire confiance à cet objet-là. Donc on retrouve notamment l'ETSI EN 303-645, qui est une norme, un nom important à retenir parce que notamment pour la RED et le Cyber Resilience Act, ça devrait s'appuyer sur ce document-là. Et donc, si aujourd'hui vous êtes compliant avec l'ETSI EN 303-645, vous aurez un gap moins grand à franchir lorsque les directives RED et le CRA seront là. Pour le marché américain, on peut notamment nommer le NIST IR 8425, nom à retenir également, car pour le schéma de labellisation qui serait en cours d'élaboration au niveau américain, ça serait ce document qui serait privilégié. Et également pour le côté industriel, on peut nommer la IEC 62443 qui aujourd'hui est reconnue par de nombreux industriels. Enfin, pour finir, j'ai noté quelques dates qui sont importantes à retenir. Donc en 2019, le CSA qui est sorti. Si on est plutôt sur le côté médical, on a déjà une deadline pour mai 2024 à prendre en compte pour pouvoir mettre sur le marché des objets médicaux. Pour tout ce qui est automotive, dès juillet 2024, pour les nouveaux véhicules, on va avoir une réglementation à respecter aussi, qui est la UN R155. Et après, pour le reste des objets connectés, donc on a le CRA qui a une première application en mai 2025, mais avec 2 ans de plus pour se mettre en conformité. Et enfin, la RED qui va arriver dès août 2025. Et donc, pour pouvoir mettre des produits en vente sur le marché, il faudra respecter les problématiques cyber qui sont évoquées dans cette RED. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions dans le chat, j'essaierai d'y répondre. Merci. Question avant d'enchaîner de Thomas Vial qui indique je m'occupe de l'IA éthique et l'exigence est d'avoir une aide à la décision intègre, de confiance et stable dans le temps sans exclure personne. Donc je suppose qu'il y a une question derrière, mais voilà, est-ce que tu n'es pas très nombreux à ce moment? Alors, j'avoue que je ne comprends pas trop la question qui peut être derrière. Ok. Elle est juste au-dessus, excusez-moi. Alors, ah oui. Le pavé était un peu trop long. Alors aujourd'hui, il me semble difficile de s'assurer a posteriori et a priori qu'on comprend tout ce qu'on peut porter numériquement à un composant passif ou actif. La tentation de perturber à distance une chaîne électronique ne peut pas écarter. Comment protéger un écosystème de valeurs multifournisseurs intégrés
automatisation, diffusion de l'innovation est une réalité sur les 20 années passées, nécessairement internationale? Alors, c'est vrai que je pense que c'est une problématique liée à la supply chain. C'est très difficile de vérifier que tous les composants sont sécurisés lorsqu'on crée un produit, que toutes les bibliothèques qu'on embarque n'ont pas de vulnérabilité connue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place, notamment des directives où on va avoir des problématiques qui sont liées à ce qu'on appelle le Software Bills of Material, donc où on va devoir recenser tout ce qu'on embarque au niveau software et potentiellement au niveau hardware dans notre produit pour pouvoir vérifier que justement il n'y a pas de vulnérabilité connue et que même s'il y avait une vulnérabilité qui devenait détectée, qu'on puisse patcher rapidement cette vulnérabilité. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça reste une problématique importante. Après, au niveau européen notamment, il y a ces directives qui sont en train de se mettre en place pour pallier à ces problématiques-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. J'ose espérer que dans quelques années, il y a beaucoup de mécanismes qui vont se mettre en place pour que ça soit plus facile à sécuriser. Et il y a, par exemple, dans les CUN 303-645, une exigence qui mentionne que si un composant hardware d'un produit ne peut pas être mis à jour, il doit pouvoir être remplacé. Donc, on est sur des problématiques de ce type-là quand on a des failles de sécurité. Merci. Plouf, tu peux prendre la suite. Très bien, merci. S'il n'y a plus de questions sur cette présentation de Nathalie, que je remercie au passage, je vous dis bonjour à toutes et à tous de nouveau, et puis bienvenue à ce webinaire organisé par les deux hubs de systématique, à savoir Digital Infrastructure et IoT et le hub cybersécurité, que je remercie au passage. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir SecIoT et SecurIC, présentés respectivement par François Foyer pour SecIoT et Jean Génustière, si je prononce bien, SecurIC, pour parler donc d'un sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui et qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui concerne la vie quotidienne de tout un chacun, donc autour des sujets de la cybersécurité des IoT. Et quand on dit IoT, et vous allez le voir autour de cette table ronde-là, c'est vraiment au sens large. Peut-être avant de rentrer un petit peu dans le détail, dans le vif du sujet, je me permets d'abord de donner la parole à François Foyer dans l'ordre d'apparition, en tout cas dans mon application, pour présenter SecIoT, les activités menées par SecIoT aujourd'hui et les sujets qui sont abordés. Donc, la parole est à vous. Merci Maclouf. Oui, donc François Foyer, directeur R&D SecIoT. SecIoT, c'est une entreprise de cybersécurité française spécialisée sur les problématiques de cyber industrielle. Donc, on est plutôt côté industrie lourde, mais aussi côté ville connectée. Effectivement, comme disait Maclouf, l'IoT au sens large, l'OT, l'IoT aussi. On est une entreprise de 33 personnes, avec 20 personnes en R&D. Donc, ça demande beaucoup de R&D, justement, ces problématiques-là. On a entendu parler de difficultés de capter du flux. Il y a des problématiques qui sont très, très particulières dans ces domaines-là. On est soutenu par Bouygues Télécom, donc une entreprise française, et on touche tous les secteurs industriels, donc l'agro, le transport, l'énergie. On développe une solution de cartographie passive, donc cartographie en environnement industriel jusqu'à des environnements industriels sensibles, et la sonde de détection qui s'appuie aussi sur cette capacité à cartographier et à surveiller les flux, à reconstituer des matrices des flux et à surveiller ces matrices des flux dans le temps. Voilà. Donc c'est le cœur de métier, c'est bien d'aller sur ces protocoles assez spécifiques, sur ces modes de fonctionnement assez spécifiques, et avec des solutions de détection assez conventionnelles, à base de règles, à base d'IoT, mais aussi avec de l'IA, puisqu'on a des environnements qui sont
voulu comme stable, qu'on souhaite avoir comme assez stable, surtout dans certaines usines. Et donc, surveiller avec de l'IA cette stabilité, en fait, c'est une vraie opportunité et c'est là-dessus qu'on travaille. Voilà. Très bien, merci beaucoup François. La parole est à vous, du coup, Jean, pour nous présenter un petit peu les activités de Secure IC. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, merci pour cette tribune déjà. Donc, Secure IC, c'est une société assez jeune, créée en 2010. C'est une émanation de Télécom Paris Tech. Donc, on a une culture assez recherche. On a des chercheurs dans nos rangs. Et donc, nous couvrons en fait à peu près tous les aspects de la sécurité. On peut dire qu'on a un guichet unique puisqu'on couvre la sécurité embarquée dans les objets connectés, bien sûr. D'une part, ensuite, nous couvrons tous les aspects évaluation de sécurité. Donc, on peut évaluer le niveau de sécurité d'un équipement qu'un client nous présente ou d'une puce, enfin d'un composant électronique. Et puis, nous avons, donc on peut aller jusqu'à l'évaluation, on peut aller jusqu'à la certification aussi, rendre ce service à nos clients. Et on a aussi toute une composante de formation, d'expertise, d'études et de services qui sont liés à la sécurité. Donc on est présent mondialement, on a 9 sites en Asie, aux États-Unis, en Europe bien sûr. Et donc nos clients sont disséminés aussi dans le monde entier. Voilà, grossièrement, enfin, en résumé, ce que fait Secure IC. Très bien. Merci, Jean, pour cette introduction de Secure IC. Peut-être pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, il y a des choses qui ont été dites rien qu'à l'instant et puis qui se disent dans toute la littérature que l'on retrouve aujourd'hui sur ce domaine-là de la cybersécurité pour les objets connectés ou autres. On pose plus la question qu'est-ce qu'on va faire si ça arrive? Malheureusement, on pose plutôt la question qu'est-ce qu'on va faire quand ça va arriver? Et pour cela, pour rester avec vous, Jean, dans le domaine de l'Internet embarqué dans les véhicules connectés aujourd'hui et autonomes de demain, quelles sont, d'après vous, les premières mesures, on va dire, que Secure IC envisage aujourd'hui ou demain pour mieux sécuriser le véhicule connecté d'aujourd'hui et, comme je disais, autonome de demain? Oui, alors en fait, donc, au niveau sécurité pour les véhicules et beaucoup de systèmes électroniques, là, je dirais que la première approche au niveau de la sécurité, c'est de prévenir. Ce n'est pas de traiter l'attaque ou la faiblesse une fois qu'elle est découverte, une fois que l'attaque arrive. Donc, cette prévention de la sécurité se fait maintenant vraiment à tous les étages du cycle industriel des fournisseurs d'équipements, par exemple pour l'automotive. Alors, je vais vous montrer juste un slide déjà pour qu'on se rende compte sur un véhicule déjà. Maintenant que ces véhicules sont éminemment électroniques, il y a une multitude de composants électroniques dans ces véhicules. Donc, les surfaces d'attaque, là, je vous ai fait un slide avec un peu tous les composants qui peuvent être attaqués, qui peuvent, comment dirais-je, qui peuvent, oui, être attaqués ou être pénétrés pour voir donc des données, des systèmes de cryptage, ce genre de choses, des clés. Donc, ces systèmes-là sont autant, finalement, de surfaces d'attaque maintenant pour les hackers. Sur une voiture, ça peut avoir des conséquences, depuis des conséquences que financières, c'est-à-dire qu'on peut vous voler votre voiture maintenant sans même rentrer en contact avec votre voiture, sauf pour rentrer dedans comme si on était conducteur. Il y a par exemple Nissan, Toyota, Genesis, enfin, il y a plusieurs marques comme ça qui se sont fait hacker l'appli en fait qu'ils servent à leurs utilisateurs sur leur téléphone mobile. Cette appli peut ouvrir, fermer le véhicule et même le démarrer ou l'arrêter. Donc, en attaquant cette appli, vous rentrez dans ce véhicule comme si c'était le vôtre, vous le démarrez et vous partez avec. Donc ça, c'est un premier niveau d'attaque qui est, on va dire, juste, enfin, qui n'a pas d'impact sur la sécurité des personnes.
Mais vous pouvez avoir d'autres attaques beaucoup plus graves, qui sont la prise de contrôle du véhicule, y compris quand il est en train de rouler. Donc, vous pouvez jouer sur plusieurs sensors dans le véhicule qui calculent la vitesse, le GPS, le freinage, ce genre de choses, et vous pouvez inhiber le freinage, par exemple. Vous pouvez faire croire à l'ordinateur de bord de votre voiture que vous êtes à 80 à l'heure, alors que vous êtes déjà à 130. Et si vous avez mis votre régulateur à 130, la voiture va partir comme une folle. Bon, ce genre de choses. Donc, tous les composants qui sont dans les voitures doivent maintenant, enfin depuis un certain temps, obéir à des process de sécurité quant au design même du composant et contenir des composants de sécurité. Donc nous, par exemple, à Secure-IC, on fournit des IP hardware, c'est-à-dire que c'est de la conception hardware que les fabricants de chipsets peuvent intégrer dans leur chipset. Donc cette sécurité est intégrée dans le chipset. Des éléments de sécurité qui vont permettre une inviolabilité des données, des clés de cryptage, des algos de cryptage et aussi des communications entre les équipements dans la voiture, puisque tous ces équipements électroniques sont sur des bus de communication, bien sûr, ils travaillent tous en collaboration. Donc, c'est ça maintenant les enjeux de la sécurité dans une voiture. D'accord, d'accord. Vous avez cité quelque chose qui m'a frappé justement, c'est sur le mot prévention. J'aurai l'occasion pour revenir tout à l'heure, pour creuser un petit peu plus davantage et pour éclaircir un petit peu plus les actions de prévention que vous développez aujourd'hui par rapport à ces aspects-là. Mais peut-être avant, je reviens vers François pour la même question en termes de les premières mesures, si je peux le dire comme ça, pour un petit peu contre-attaquer, pour mieux sécuriser les différents types d'objets, sachant que vous n'êtes pas forcément sur les véhicules, mais au sens large sur les objets connectés à travers différents champs transverses que vous adressez. Alors, je vais prendre une transition un peu vers l'industrie, mais en passant par le transport pour passer de la voiture à l'usine qui a fabriqué la voiture. Il y a aussi, par exemple, dans le train a les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il va être plus ou moins autonome, il va avancer à une certaine vitesse, il va y avoir des aiguillages, et c'est des problématiques qui s'appuient sur du matériel qui est souvent très ancien. Voilà, on connaît tous les effets d'une panne pour des compagnies qui doivent transporter beaucoup de personnes d'une ville à l'autre. Il y a un impact financier, il y a des impacts qui sont très importants. En fait, dans une usine, globalement, c'est ça, c'est que une usine qui va être menacée par du sabotage, parce que ça va être un petit peu la cible sur une usine, ça va être de l'empêcher de travailler. Ça peut être aussi du vol de recettes industrielles, parce qu'il y a des programmes dans les automates qui sont aussi de la propriété intellectuelle. On voit qu'il y a des manières de protéger aujourd'hui, que ce soit vraiment de l'IoT miniaturisé ou des automates un peu plus gros, mais de mettre des couches de résine pour protéger, pour masquer les composants. Donc, il y a un peu une volonté aussi parfois de cacher ces choses-là. Ça peut faire partie des process de durcissement même de ces équipements-là. Donc, ça peut faire partie des exigences. C'est très vaste. En fait, on peut vraiment partir dans beaucoup de sens, de ne pas vouloir montrer ce qu'il y a comme électronique et pourtant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui est important, en fait, c'est vraiment quand on arrive dans une usine et les problématiques qu'on rencontre systématiquement, on peut appeler Security en disant « Bonjour Security, j'ai besoin d'une sonde de détection d'intrusion, je me sens menacé. » Et en fait, on pose la question au RSSI, souvent, qui sont nos interlocuteurs, « Que voulez-vous protéger ?» Et en fait, simplement, ils ne savent pas ce qu'ils doivent protéger. Donc aujourd'hui, le vrai besoin dans une usine, dès le début, c'est de cartographier ces équipements, de connaître ces vulnérabilités-là, de faire cette photo de départ. On parle d'audit obligatoire dans certains endroits, dans certains environnements. Aujourd'hui, pour être capable de prendre en compte et de faire cette analyse de risque, il faut absolument avoir cette cartographie des équipements, des vulnérabilités. Nathanaël parlait des mots de passe par défaut, c'est toutes les faiblesses de configuration qu'on va trouver, des protocoles qui pourraient être utilisés en mode chiffré, mais qui ne le sont pas tout simplement par compatibilité entre deux équipements. C'est des problématiques terrain finalement, mais si elles ne sont pas identifiées, pas connues, finalement, il n'y a même pas de volonté d'avoir une démarche de sécuriser ça. Donc, c'est cette photo de départ, de vraiment connaître cette matrice des flux. On n'imagine pas mettre un firewall entre un automate qui pilote une presse de 2 tonnes et ah bah tiens, j'ai décidé, je vais arrêter un paquet réseau. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une priorité à la sûreté et ça rejoint les problématiques dans le véhicule. C'est de la sûreté. Le véhicule doit être sûr.
Donc la cybersécurité et la sûreté vont se mélanger et vont devenir une problématique commune finalement, quel que soit le domaine de l'industrie lourde ou de l'IoT. Je reste avec vous justement, François, sur ces sujets. Il y a quand même un point important qui a été évoqué tout à l'heure à demi-mot. Certainement, que ce soit pour ces KIoT ou pour Secure IC, l'idée de travailler avec différents je dirais, clients qui ont différents besoins. Vous avez besoin aujourd'hui de leur garantir, je mets le mot entre guillemets, la sécurité de leurs objets, ou en tout cas, vous leur offrez un certain nombre de solutions pour garantir la sécurité de leur fonctionnement. Jusqu'à où, en fait, jusqu'à quel niveau elle peut aller, cette garantie, sachant qu'en arrière-pensée, moi, j'ai en tête les aspects des attaques 0 days. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, comment vous vous positionnez par rapport à ce point? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a très peu dans les usines ou dans les entreprises, les consommateurs de l'IoT finalement ne sont pas des experts en threat intel, ne sont pas des experts en menaces, en analyse de la menace et ne savent pas presque souvent évaluer leurs propres menaces. Donc ils ont besoin d'une expertise externe qui les accompagne en continu, d'avoir des réseaux qui sont surveillés en continu. Très souvent, on va retrouver des réseaux de supervision des systèmes industriels, mais c'est plus pour de la mesure de performance du système que de la mesure de sécurité. Et finalement, en fait, mesurer cette performance, une menace qui est souvent assez peu prise en compte, ça pourrait être que je modifie. Vous imaginez un équipement qui mesure le nombre de bouteilles qui sort de ma chaîne de production pour de l'agroalimentaire, par exemple. Et je veux avoir un suivi de ce nombre de bouteilles. Si finalement l'attaquant s'attaque au flux qui est unidirectionnel de l'usine vers cet espace de supervision, vers un data lake quelconque avec de l'analyse de données, en fait, ça peut inciter à prendre des mauvaises décisions. C'est-à-dire qu'il y a des choix stratégiques, il y a des actions de vente, des ventes d'actions, des actions boursières, il y a une perte de cote pour une entreprise, il y a des choix d'envoyer des choses vers une usine plutôt qu'une autre. Donc, en fait, ça peut désorganiser une entreprise avec quelques petits paquets réseau qui sont modifiés par quelqu'un qui s'amuse peut-être ou un attaquant qui cible. Voilà, il y a différents niveaux d'attaquants. Ils sont durs à gérer. Et les entreprises avec lesquelles on travaille ont très rarement, on le sait que dans l'IT, il y a un retard, il y a un besoin de main-d'œuvre cybersécurité. La cybersécurité industrielle et IoT, on arrive dans des domaines où il faut maîtriser les side channel attaques, il faut maîtriser quand même l'électronique qui sont des petits composants. Il y a des choses qui sont quand même très complexes. Je ne dis pas que l'IT n'est pas complexe, hein, mais on a les mêmes besoins de bug bounty, on a les mêmes besoins de tout ce qui s'est déjà passé dans l'IT pendant les 15-20 dernières années. Et bien, il faut prendre ce créneau-là aussi pour embarquer l'IoT, l'IIoT et l'OT dans ce mouvement. Ça marche, très bien. Je vous repose du coup la même question, Jean, pour voir un petit peu votre vision dans vos champs de travail et de services que vous adressez aujourd'hui dans Secure IC. Alors, en fait, la question initiale était comment finalement conserver la sécurité au fil du temps. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les objets connectés déployés, puisque une fois qu'ils sont déployés, ils ne sont plus forcément accessibles aux fournisseurs. Donc, il y a les voitures, on peut les ramener au garage, on pourrait faire quelque chose avec quelque chose de connecté, mais physiquement connecté. Mais il y a beaucoup d'objets connectés qui sont, une fois qu'ils sont installés, qui sont des endroits difficiles d'accès et d'où, de toute manière, vous ne pouvez pas amener l'infrastructure, les outils pour le mettre à jour. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut avoir la couverture au niveau sécurité, au niveau donc design, comme je disais tout à l'heure, déploiement, mais il faut pouvoir gérer le cycle de vie, au moins en sécurité, de cet équipement. Donc, il faut des solutions. Alors, pour mettre à jour la sécurité, forcément, ça va être avec du software. Donc, les solutions de sécurité, je pense que les meilleures sont en général hybrides. Hein. Il vous faut une base hardware qui vous amène vraiment de la fiabilité, de la solidité et une base software pour pouvoir justement
mettre à jour. Il y a donc vous parliez des attaques zero day, donc il y a une surveillance. Donc nous avons un service de surveillance, donc c'est un modèle qui s'appelle PSIRT, Product Security Incident Response Team ou Response Service, donc c'est quelque chose qui a été standardisé, normalisé, et en fait, ce service que nous fournissons fait une surveillance des vulnérabilités qui sont connues. Il y a des organismes qui publient les vulnérabilités au fur et à mesure qu'elles sortent, enfin les attaques, on va dire. Et donc, il faut effectivement anticiper sur ces attaques-là, donc avoir un service qui permet d'analyser si le produit que vous avez ou les produits que vous avez déployés sont sensibles à cette attaque, et s'ils le sont, de prévoir en amont, idéalement avant même que votre client se rende compte, vous lui amenez sa solution, vous prévenez, c'est un service. Il y a cette attaque qui a été vue, votre produit est sensible, on vous envoie le correctif. Et donc, il faut des outils qui gèrent comme ça des flottes, puisque les IoT sont souvent déployés, les voitures c'est déployé, les IoT c'est déployé. Il faut des outils connectés via le cloud et qui puissent mettre à jour des flottes de devices. Donc ça, c'est une solution que nous avons et c'est une composante effectivement extrêmement importante pour nos clients. Ce que dit Jean, je vais juste appuyer un tout petit peu là-dessus sur le besoin de regarder les choses en continu. En fait, on voit souvent l'approche IT qui va être de faire des audits cycliques, réguliers, et finalement, ce besoin d'avoir de l'auditabilité continue de ces systèmes, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, c'est un produit ou l'autre en fonction des usines ou des voitures, mais c'est vraiment cette capacité à regarder en continu, à apprendre le normal et à déceler l'anomalie là-dedans aussi. Les équipements ont des comportements quand même. Justement, c'est sur ce mot-clé-là que je voulais reprendre une des questions que j'avais. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la cybersécurité sans malheureusement, heureusement, parler des attaques qui peuvent venir des intelligences artificielles. Donc, quand vous avez parlé, François, de la détection d'anomalies ou de déviations par rapport à un fonctionnement nominal, que ce soit dans l'IoT ou l'IIoT ou même dans les véhicules connectés. On l'a vu sur différents exemples que vous avez cités, Jean, des véhicules qui se font hacker. Je commence peut-être par François. Est-ce que vous avez aujourd'hui ou vous envisagez de fournir à vos clients des solutions ou en tout cas, quelle est votre vision par rapport à ce qui se fait via maintenant sur le sujet des attaques qui sont générées par des robots, c'est même pas l'humain qui est derrière, et que ça peut être des attaques fédératives à travers différentes IA. Est-ce que ça, c'est des sujets qui vous préoccupent, en tout cas qui vous intéressent aujourd'hui, et comment vous y répondez si c'est le cas? Ah, vous êtes en mute. Oui, dès qu'on est face à des menaces plutôt de l'ordre de l'inconnu, il y a quand même des patterns qui se détachent, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir sur les malwares qui essayent d'atteindre les usines, il va y avoir un premier niveau, puis un scan pour essayer de déceler des endroits sur lesquels on va pouvoir soit pivoter, soit venir s'étendre. Et donc, en fait, c'est les liaisons une à une de tous ces composants. Il faut être capable d'aller regarder assez finement tout ce qui se passe entre chacun des composants pour mesurer des progressions, pour mesurer une expansion, pour mesurer des choses. Ça, c'est avec de l'IA, effectivement, je dirais la stabilité. Je parle essentiellement des réseaux industriels. Je laisserai Jean peut-être préciser un peu plus sur le domaine de l'automotive, hein, par exemple. Mais on cherche cette stabilité. On la cherche dès qu'on fait une cartographie, quand on améliore son réseau, quand on le segmente comme il faut. C'est pour trouver les conduits, leur comportement nominal et être capable de surveiller ces comportements. Je prends un exemple dans une usine. Des nouvelles machines n'ont pas à apparaître tous les jours sur un réseau industriel. Des nouveaux identifiants, des volumes de communication entre machines qui se parlent de manière légitime, mais jamais avec ces volumétries-là. C'est tous ces marqueurs et cette corrélation de marqueurs en fait qui fait une capacité de détection face à des robots qui vont finalement, même s'ils amènent un peu de finesse, ils vont emprunter des chemins et ils vont modifier des comportements de sous-éléments. Et c'est en regardant ces sous-éléments et la somme de tous ces changements, finalement, qu'on observe sur ce type de menace. Très bien.
Jean? Oui, alors je rajouterais que la meilleure défense contre l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle. Donc, nous avons des produits, nous, qui implémentent, enfin, ces produits implémentent de l'intelligence artificielle parce qu'on se rend compte. Donc, il y a des modèles, il faut répondre à des modèles par finalement des modèles un peu équivalents, mais qui n'ont pas le même but. Mais c'est avec ce genre de modélisation en intelligence artificielle, d'attaque, qu'on va réussir à détecter des attaques par intelligence artificielle. Surtout, les attaques par intelligence artificielle visent surtout à faire du volume, en fait. Enfin, surtout pas que, mais elles permettent de faire vraiment de l'attaque en volume dans des temps records, en fait. Donc, c'est vraiment extrêmement important de les détecter très vite. Et donc, pour ça, nous, on a des moteurs d'IA qui sont... voilà, qui répondent en fait à cette problématique. Très bien. Je vais peut-être avoir une dernière question parce que j'ai vu qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat. Donc, je vais vous demander juste de patienter quelques petites minutes avant de prendre vos questions. En posant ma toute dernière question, il y a quand même un enjeu quand on parle de la cybersécurité au sens large. On parle souvent, et je pense que ça a été évoqué au début de cette table ronde, des aspects de safety, je ne sais plus comment dire, sûreté de fonctionnement, voilà, en bon français. Jean, dans le cadre de vos activités, comment, on va dire, estimez-vous, évaluez-vous le trade-off ou l'équilibre entre la sûreté de fonctionnement et la cybersécurité? Alors, dans le cas de l'automobile, c'est confondu, dans le sens où la sécurité sur le cas automobile prend en compte la sécurité et la safety, ce qu'on appelle security and safety. Donc, dans le cas automobile, la sécurité, finalement, c'est prémunir la voiture et ses occupants d'événements extérieurs qui peuvent nuire à son intégrité. Et la safety, finalement, c'est le contraire, c'est protéger tout l'environnement de la voiture des composants erratiques que peut avoir la voiture. Donc, ce sont deux composants qui sont pris avec autant d'importance dans les régulations et dans les standards concernant la sécurité pour l'automotive. Et quand on dit automotive security, ça prend vraiment les deux aspects. Donc, nous avons, enfin, dans des composants électroniques dans les voitures, il faut des aspects qui vont gérer la sécurité, donc prévenir les attaques. Donc, ça va plutôt être de l'ordre de protéger les assets, les éléments de sécurité de la voiture, protéger les communications entre les équipements. Donc, tous les équipements, les composants électroniques, pardon, sont authentifiés les uns envers les autres pour être sûr que chacun a effectivement bien authentifié, donc est légitime. Les communications sont cryptées et donc peuvent être décryptées. Et puis, il y a aussi des éléments qui permettent de faire de recouvrir un état normal après une erreur de fonctionnement. Voilà. Et ça, c'est vraiment la safety. Donc ça, c'est vraiment aussi à prendre en compte. Vous avez un composant qui dysfonctionne à un moment. Si ça joue au régulateur, par exemple, de vitesse, ça peut être très, très problématique. Donc, il faut qu'il y ait des modèles de recouvrement d'état correct après des erreurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte dans l'automotive d'une manière très, très importante. Les marques automobiles engagent leur responsabilité sur ces choses-là. En fait. C'est la fiabilité de la voiture et c'est aussi, quelque part, la sécurité des occupants, parce que si vous avez un composant qui dysfonctionne et que la voiture part n'importe comment, voilà, vous mettez en danger les occupants de la voiture. En fait. Merci, Jean. Du coup, François, vous souhaitez compléter peut-être? Sur les usines, effectivement, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là parce qu'il y a le risque chimique, le risque technologique, il y a les risques, enfin tous les risques qui sont connus dans ce secteur-là. Et c'est très normé, c'est très surveillé. Il y a déjà des exigences qui sont beaucoup plus fortes, par exemple sur la sûreté pour certaines usines que sur les aspects de sécurité. Ce qui est très important, c'est vraiment de séparer les usages. Ça veut dire qu'il faut des réseaux de sûreté, il faut des réseaux de sécurité, il faut de la redondance. Il faut de la corrélation d'informations
Et c'est ces systèmes forcément complexes qui demandent de la redondance, demandent encore plus d'équipements, encore plus de procédures, encore plus de mises à jour. Et donc, il y a un équilibre à trouver quand même sur des architectures qui soient saines et finalement rajouter des équipements et rajouter des équipements, interconnecter des usines. Ça, c'est des choses qu'on a vues pendant très longtemps. Je pense que la bonne démarche, c'est parfois de prendre du recul, de repenser l'architecture et de repartir sur des bases saines. Je pense que dans les véhicules, c'est pris en compte dès la conception. Voilà, et dans les usines, c'est dans les phases d'évolution, dans les nouvelles chaînes de production qui sont amenées, dans les transitions. C'est des transitions qui se passent forcément à des échelles de 2, 3, 4, 5, 10, 15 ans. Mais en prenant en compte ces problématiques-là et en gardant ce qui est une culture dans les entreprises. La sûreté, c'est déjà une culture qui est bien en place. Et en amenant la cybersécurité, le seul petit frein, si je dois donner une petite touche un petit peu de difficulté quand même, c'est que dans une usine, il y a déjà des problématiques de sûreté. Venir rajouter des problématiques de cybersécurité, ça alourdit en fait les process pour les opérateurs, pour les industriels. Voilà. Donc la performance, entre guillemets, le coût de le coût de fabrication, il y a tout un tas d'impacts derrière aussi qui restent des freins aujourd'hui à ce qu'on puisse aller dans les usines très facilement pour améliorer la sécurité. Mais la menace est telle que, je pense que l'état de la menace est à peu près connu, hein, comme Maklouf l'a dit en début, c'est pas savoir comment, mais quand plutôt. Tout à fait. Et je voudrais juste rajouter que pour l'automotive, en l'occurrence, il y a des certifications qui prennent en compte à la fois la sécurité et la safety. Donc, vous ne pouvez pas déployer, ça dépend de ce que doit vous demander votre client, mais pour certaines mises sur le marché, et de toute manière pour la fiabilité du produit et sa sécurité, les certifications vont prendre en compte ces deux aspects de manière très importante. Il y a une certification qui est d'ailleurs, qui ramène ces éléments à un plus haut niveau. Au plus haut niveau, en fait, c'est une certification ASIL-D sur une norme ISO 26262. Et voilà, donc nous déployons des composants qui sont certifiés ASIL-D parce que de toute manière, le marché vous le demande. Très bien. Pour ne pas dresser qu'un tableau noir quand même de l'usine, effectivement, il y a beaucoup d'industries sensibles dans lesquelles c'est effectivement déjà pris en parallèle, pris en compte, très surveillé, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Juste pour pas trop déborder, je me permets quand même de me tourner vers les questions parce qu'on en a au moins 2 questions. J'en ai une de Thomas Vial. Donc, bonjour Jean. Donc, la question est à prévoir pour vous, mais François, n'hésitez pas à compléter ses besoins. La question, c'est est-ce que la certification cyber se fait sous la forme de composant par composant, ou bien par système électronique au sens large, interaction électronique entre composants, ou bien les deux? Je ne sais pas si la question est assez claire. Ou... Si. Et en fait, elle se fait à tous les étages. C'est-à-dire qu'il y a déjà des éléments de validation sur les chipsets, donc la puce électronique. Cette puce électronique va être mise dans ce qu'on appelle un ECU dans la voiture, Electronic Control Unit. Et sur ces ECU passent des certifications. Donc, on peut vraiment avoir, par exemple, la certification ASIL-D dont je parlais, elle peut être vraiment sur une IP qui est un des composants de la puce, vraiment un élément hardware de la puce. Mais ensuite, à chaque étage, en fait, vous avez des certifications. Donc, ça se fait au niveau composant, au niveau système, et puis à la fin, le constructeur d'automobile, pour pouvoir mettre sur le marché, doit aussi répondre à des exigences de chaque marché sur lequel il veut déployer ses voitures. Bien. François, n'hésite pas si tu souhaites compléter. Merci Jean, je pense que tous les éléments sont là. Ouais. Ça marche. Une deuxième question, toujours de Thomas Vial. Donc, pour la mobilité, usine, 3 petits points. La gestion du support informatique et électronique, entre parenthèses les garagistes, réparateurs ou autres, est-ce qu'elle ouvre de nouvelles formes d'organisation logistique ou est-ce qu'elle est plutôt sur un modèle fermé, plutôt un peu comme celui d'Apple?
François, peut-être si tu souhaites apporter. Alors, ça, c'est un sujet qui mériterait presque une deuxième table ronde ou un deuxième. Ouais, c'est très vaste. Je pense qu'il y a quand même une prise en compte très, très sérieuse maintenant des fabricants. Il y a des petits chercheurs en vulnérabilité qui leur remontent des vulnérabilités tous les jours. C'est pris en compte très sérieusement. Il y a des communications qui sont excellentes. Voilà. Simplement, dans toute la chaîne de fabrication, de distribution, de formation, de maintenance. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne gèrent, enfin, je veux dire, zéro maintenance, que ce soit sur l'IT ou sur l'OT, ils ne gèrent rien du tout de la maintenance de leur usine. Ils sont utilisateurs et ils ont des services de maintenance. Les maintenanciers viennent avec leurs équipements, c'est presque du bring your own device dans l'usine. Donc, c'est dans les cas les plus défavorables, hein, mais c'est des situations qu'on rencontre. C'est de l'installation de logiciels qui est faite sans passer par des stations blanches dans des usines. Il y a 10 ans ou 15 ans, ça choquait personne dans l'IT. Là, aujourd'hui, c'est aussi ce qui se passe dans l'OT. J'essaye souvent de faire le parallèle entre les deux. Il y a un retard et une difficulté de mettre ça en œuvre dans les usines. Là où c'est très important sur la partie de Nathanaël au début, de bien expliquer que c'est quand même pris en compte, qu'il y a un facteur temps qui est très important pour que toute cette chaîne, je dirais, positive, ce cycle positif, cette prise en compte, aille vraiment dans un sens, que ce soit accompagné, que ce soit mis en production, qu'il y ait eu le remplacement des anciens équipements par les nouveaux. Mais on sait que ça va durer encore un temps certain. Dans toute cette chaîne-là, on parle de fin de service, on parle de fin de vie, on en parlait tout à l'heure pour certains équipements. Il y a un marché de l'occasion pour les automates industriels. Ça veut dire qu'une usine peut revendre ses équipements, ses chaînes de production à d'autres usines qui vont commencer à travailler avec cet outil-là. Donc, c'est pas aussi simple que ça et pas pour tout de suite. C'est... Très bien. Jean, peut-être un complément de ta part? Alors, par rapport à ce que vient de dire François en fin de propos, effectivement, il commence à y avoir maintenant des sujets de ce qu'on appelle de reprovisioning. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'équipement est fabriqué, donc à l'usine, on va lui mettre des éléments de sécurité. On va charger des éléments de sécurité dans ce device, dans cet équipement. Et si effectivement, dans sa vie, il doit passer d'un environnement à un autre, ou disons qu'il y a voilà, de propriétaire à un autre, enfin, propriétaire à la limite, ça ne change pas grand-chose, mais sur des événements, on peut aussi, ou pour continuer à avoir un niveau de sécurité maximal, avoir à recharger des éléments de sécurité dans ce device, ce qui n'était pas prévu avant, en fait. Donc ça rentre aussi dans la maintenabilité des équipements qu'on déploie, au niveau sécurité, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, via le cloud, il faut avoir un service qui permet de mettre à jour. Et par rapport à la question de Thomas, quand il parle de modèles fermés comme Apple, je pense qu'il parle de systèmes propriétaires finalement. Donc dans l'automotive, on voit des standards qui ont émergé depuis un certain temps, qui permettent de normaliser les communications entre les équipements. Donc c'est le contraire d'un espace finalement prioritaire, c'est-à-dire que c'est pour normaliser les échanges entre l'équipement. Donc, ce sont des systèmes ouverts, mais pour autant, ce sont des systèmes éminemment sécurisés. Hein. C'est pas ouvert comme c'est pas open source, si vous voulez. Voilà, il faut bien s'entendre sur le mot ouvert. Mais on essaie de normaliser un maximum parce qu'en fait, la normalisation permet aussi de faire la certification. Vous pouvez avoir un système de certification qui va poser des bases de niveau de sécurité et avoir des choses qui sont comparables entre tous les devices que vous déployez et donc un même niveau homogène de sécurité sur toute une chaîne. Quoi. Très bien. Je vais peut-être prendre une question d'Alexandre qui m'a l'air assez pertinente sur l'impact de l'ordinateur quantique. J'imagine que vous me voyez venir avec ça. Oui. Sur les outils connectés, intégration de la crypto post-quantique dans certains protocoles IoT, jusqu'à quel niveau c'est possible, sachant qu'on est de plus en plus sur des chips extrêmement limités en ressources. Voilà. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Alors, je peux y répondre. Le post-quantique arrive vraiment très sérieusement. On sait déjà qu'il y a déjà des attaques délibérées qui sont faites sur des systèmes actuels qui n'ont pas de protection post-quantique de sécurité. Ouais. Mais qui ont des systèmes, si vous voulez, de cryptage qui, pour le moment, avec les ordinateurs traditionnels, ne sont pas craquables.
Mais on sait, il y a déjà des attaques avec des personnes qui vont stocker en fait un certain nombre de fichiers, de données qu'ils peuvent capter. Ils les stockent cryptés parce que pour le moment, on n'a pas la puissance de calcul pour la décrypter. Et quand l'ordinateur quantique va arriver, je dirais, en nombre, ils utiliseront ces données. Et un secret industriel d'aujourd'hui, dans 5 ans, c'est peut-être aussi toujours un secret industriel très très cher. Donc il y a vraiment des attaques qui se font déjà. Donc le post-quantique, c'est vraiment quelque chose qui arrive. Nous, sur le marché, on le voit énormément. On a beaucoup de clients qui nous parlent de post-quantique et nous avons lancé des produits post-quantique. On a même déployé dans des satellites l'année dernière, au début d'année. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est une vraie réalité, puisque certains algorithmes mathématiques vont être craqués par les ordinateurs quantiques en quelques minutes, alors qu'un ordinateur traditionnel, il faudra des années et des années. C'est vraiment une réalité. Hein. Donc le jeu attaquant-défenseur continue. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ça marche. Absolument. François, n'hésite pas si tu souhaites. Moi, sur les usines, c'est pas forcément une menace aujourd'hui à proprement parler, mais je rejoins tout à fait Jean sur le stockage des données et sur la menace que ça représente pour plus tard. Quand on parle de post-quantique, on peut aussi un peu partir dans le fantasme des futurs hackings qui auront lieu et des hackings de grande ampleur. Des clés maîtresses, par exemple, quand on fabrique du matériel en série, on va avoir des clés maîtresses et des clés dérivées ensuite. Et donc, c'est cette dérivation de clés. On risque malheureusement de tomber sur des problèmes avec des clés maîtresses qui vont fuiter et qui vont exposer tout un parc tout un modèle, toute une marque, toute une série, toute une gamme. Enfin, voilà, tous les enjeux sont ouverts pour l'attaquant derrière. Ouais. D'accord. Et ce qui nous pousse aussi à dire, peut-être aussi pour conclure, que derrière, du point de vue défense, il y a aussi des choses à regarder du point de vue R&D, comme vous le faites tous les deux chez vous, pour pouvoir proposer des solutions beaucoup plus robustes, qui tiennent plus la route, même face à des IA génératives qui attaquent ou des attaques qui viennent du post-quantique. Très bien. Je pense qu'on est arrivé à terme de cette belle table ronde. Il me reste à vous remercier, François et Jean, de votre temps et de tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. Merci à tous les participants en ligne et pour toutes les questions qui ont été posées. Il reste une question un petit peu philosophique, je dirais, mais malheureusement, on déborde un peu dans le temps. Alexandre, souhaites-tu clôturer du coup Très bien, la parole est à toi. Merci déjà Maclouf pour cette animation. Merci aussi à nos différents intervenants, Nathaël, François, Jean. Merci aussi Margot pour cette co-organisation. Merci aux collègues aussi de la communication que vous n'avez pas pu voir mais qui travaillent sur la partie back-office. Et aussi merci à vous, participants, pour vos questions, pour vos échanges. Et n'hésitez pas justement à garder le contact avec les intervenants et nous-mêmes, à nous solliciter aussi pour toute question, tout besoin, que ce soit sur de la mise en relation pour du business, que ce soit de la mise en relation pour des projets d'innovation. Pensez-y aussi dans vos développements, la partie R&D collaborative, vous pourrez justement aller chercher des financements et baisser vos frais. Donc c'était un grand plaisir et maintenant je vous souhaite à tous une bonne journée et pour certains on se retrouve sur les prochains webinaires parce que nous sommes sur la dernière journée du festival So Deep Tech. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.